Merci beaucoup. Et tout d'abord, merci Amélie pour l'invitation. Donc, je vais essayer de vous présenter en 1 heure les concepts des analyses organiques. Quand est-ce qu'on fait appel... Il faut mettre un peu plus près. Ok, ça marche. Donc, quand est-ce qu'on fait appel à ce type d'analyse? Quels sont les résultats que l'on peut en obtenir? Et donc, je vous montrerai quelques exemples. Donc, d'abord, je parlerai des restes, des résidus absorbés. C'est ce que l'on va analyser. Dans une deuxième partie, je vous présenterai les méthodes analytiques qui sont utilisées. Pas seulement celles qui marchent, mais aussi toutes celles qui ne marchent pas. Il y en a énormément qui sont pourtant utilisées. Qu'est-ce qu'on peut étudier? Pourquoi on l'étudie? Et donc, je présenterai 2 cas d'études avant d'ouvrir sur le potentiel futur des analyses chimiques. Donc, sur une fouille archéologique, ici par exemple, vous avez une tombe de l'âge du fer en Campanie, dans le sud de l'Italie, à Montesarchio. Donc, on voit des céramiques accompagnant le défunt. Et par exemple, pour tout ce qui est animal et visible, c'est-à-dire des os, des écailles de poisson, des coquillages, ou végétal, comme des noyaux, des pollens, des phytolithes, là on va faire appel à des archéobotanistes. Donc c'est eux qui peuvent identifier les espèces à partir d'un examen visuel au microscope optique ou au microscope électronique à balayage. Donc nous, en tant que chimistes, on ne va pas intervenir quand ces personnes-là peuvent voir quelque chose, des structures conservées à l'échelle de l'œil ou du microscope. On intervient uniquement quand les archéobotanistes, archéozoologues ne peuvent plus rien faire. Donc, on va s'intéresser principalement aux matériaux mous, les matériaux amorphes qui n'ont pas de structure, ou alors des matériaux qui se sont dégradés, qui ont perdu leur structure. Donc, ça peut être de la viande, de la graisse, des filets de poisson, des produits laitiers, de l'huile, du miel, des jus de fruits, des boissons fermentées. Donc généralement, on ne voit absolument rien quand on fait les prélèvements. Il n'y a aucune trace visible. Par contre, à l'intérieur des objets ou sur le sédiment, on va avoir des traces moléculaires. Alors ces analyses chimiques, donc qui touchent les matériaux organiques, sont utilisées à peu près depuis les années 76-78. Donc la première qui a fait des analyses, c'était Françoise Formanti à Lyon sur le contenu des amphores et notamment le contenu de ces amphores vinaires qui proviennent de l'épave de la Madrague de Gien. Et certaines amphores étaient encore bouchées et elle en a fait l'analyse pour bien confirmer que c'était du vin à l'intérieur. Alors il y a de nombreuses méthodes très simples qui sont encore utilisées malheureusement, qui ne donnent pas des résultats très pertinents. Et puis, vous allez voir donc des méthodes un peu plus performantes. Donc, le modèle classique, il y a jusqu'à 20 ans, par exemple, pour l'étude du contenu des amphores, si on voyait des traces de poids visibles, on en déduisait que l'amphore avait contenu du vin ou des sauces de poisson, mais on écartait la présence d'huile. Donc ça, c'est une hypothèse qui provient d'un article de 1977 disant que l'huile était incompatible avec la poix. En fait, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire compatible? En fait, d'un point de vue chimique, la poix est soluble dans l'huile, donc les 2 matériaux vont être compatibles, vu qu'ils forment une seule phase et l'huile dissout la poix. Par contre, d'un point de vue gustatif, c'est vrai que si on a une huile d'olive parfumée à la poix, le goût va en être pas mal altéré. Et donc, cette compatibilité, c'est plus à prendre dans le sens du goût. Attention, notre goût actuel, et en plus, suivant les zones géographiques, les différentes populations non plus, cultures, n'ont pas forcément les mêmes goûts. On n'apprécie pas la même chose. Donc, attention à ce type d'argument fondé sur des appréciations gustatives. Donc après 25 ans d'analyse, on peut dire maintenant que si une amphore présente des traces de poids, en effet, elle a bien été imperméabilisée avec de la poix ou elle a contenu de la poix.
Elle a pu contenir du vin, de l'huile, des sauces de poisson. Donc vous voyez que là, l'huile rentre dans les contenus possibles, même en présence de poids. Et s'il n'y a pas de poids identifié par des analyses chimiques, on peut dire que l'amphore n'a pas été imperméabilisé. Donc voilà uniquement ce que l'on peut dire. Donc il faut faire très attention aux identifications de contenu par des arguments indirects. Et par exemple, donc là je vous ai fait une liste de ce que l'on peut retrouver à l'intérieur d'une amphore. Donc de la poix. Quelle interprétation on peut en faire? Simplement, comme je l'ai dit, l'amphore a été imperméabilisée avec de la poix. Ce que l'on ne peut pas dire, c'est-à-dire toutes les surinterprétations, c'est que l'amphore a contenu du vin ou des sauces de poisson. La présence de poids n'est pas un argument valable pour ces matériaux-là. Si on retrouve des noyaux d'olive, l'amphore a contenu des olives sous forme de fruits, conservés dans un liquide, on ne peut pas dire si c'est du vin, du défrutum ou de la saumure. Si on trouve par exemple des noyaux, des pépins de raisin, on peut dire que des baies de raisin ou une grappe a été mise dans l'amphore, si c'est une amphore vinaire par exemple, pour aider à la conservation du vin. Et on n'en sait pas plus. Pareil, si on a des arêtes de poisson, on saura que c'est probablement une sauce de poisson, mais que ce n'est pas un garum, le garum étant filtré. Donc voilà, il faut bien faire attention à ce type de surinterprétation qu'on trouve très fréquemment. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Les analyses organiques, comment ça marche en archéologie? Donc là, j'ai symbolisé par un petit rectangle un tesson. Sur la partie gauche, il est imperméabilisé avec une couche, ici en rouge, de poids. À droite, il n'est pas imperméabilisé. Il y a un phénomène physique de thermodynamique qui s'appelle la diffusion moléculaire. La nature a horreur du vide. Donc si vous avez un matériau qui est concentré à un endroit et du vide à l'extérieur, ce matériau, il va diffuser, il va se répandre. Ça va être très lent, suivant la possibilité de diffusion de ces molécules. Il faut voir les molécules comme des petites billes qui roulent et qui avancent. Donc par exemple, dans une amphore, quand vous mettez une épaisseur, une couche de poids à l'intérieur, par diffusion, au cours de temps, ces molécules de poids vont pénétrer les parois de l'amphore. Ensuite, cette amphore va contenir par exemple du vin, donc symbolisé en violet. À gauche, là où il y a la partie imperméabilisée, la poix joue son rôle d'imperméabilisant. Donc le vin va pénétrer, mais sur quelques millimètres. À droite, par contre, la céramique n'est pas imperméabilisée, et là, le vin va traverser toute la céramique qui est poreuse et va se retrouver jusque l'autre côté, va se retrouver sur la paroi externe. Donc voilà, au cours du temps, toutes les molécules vont diffuser sur toute l'épaisseur de la paroi. Et puis on peut faire la même chose avec le deuxième, le troisième, quatrième contenu, etc. Donc si on met de l'huile, par exemple, après, en deuxième contenu, c'est la même chose, les molécules d'huile vont diffuser à travers la paroi. Ensuite, ce tesson, la céramique est abandonnée et elle est enfouie donc dans le sédiment. Au-dessus, on a de la végétation qui pousse, vous avez de l'herbe, vous avez des arbres qui perdent leurs feuilles, ces feuilles se décomposent, ça fait de l'humus, c'est encore des molécules qui vont se dégrader et qui vont diffuser à travers le sédiment et qui vont rencontrer cette céramique. Vous avez des animaux avec leur déjection et à la fin, toutes ces molécules donc, vont finir par imprégner le tesson des deux côtés, face interne, face externe. Vous avez aussi des activités humaines, l'agriculture, donc on trouve très souvent des désherbants. Et puis, il y a aussi le post-fouille. Donc, à chaque fois qu'un matériau entre en contact avec le tesson, notamment pendant la phase d'étude, quand on manipule le tesson ou quand on le restaure, tous ces matériaux vont laisser des traces dans la céramique. Donc le challenge, c'est d'arriver à identifier le ou les contenus de la céramique à partir de ces petites molécules qui sont piégées à l'intérieur. Et en plus, la matière organique n'est pas stable, elle se dégrade très rapidement au cours du temps, et chaque famille chimique se dégrade à une vitesse différente. Donc on va perdre facilement des sucres. Par contre, les lipides ou les hydrocarbures, par exemple tout ce qui est bitume, pétrole, ça se conserve sur des millions d'années. Donc en fait, on va avoir des variations de composition chimique entre l'état initial et l'état retrouvé 2000 ou 3000 ans après.
Donc il va falloir développer des méthodes pour essayer d'extraire cette information chimique, organique à partir du tesson. Et comment ça marche? Donc on fait des prélèvements qui sont de plus en plus petits. Donc Françoise Formanti, dont je vous ai parlé il y a 40 ans, travaillait sur 2 grammes de tesson. Les Anglais, dans les années 90, travaillaient sur... non, pardon, c'est les Anglais qui travaillaient à peu près sur 2 grammes. Elle travaillait sur 100 grammes. Et maintenant, on est descendu à des prélèvements qui font autour de 100 mg. Donc 100 mg, c'est tout petit, ça fait une demi-cuillère à café à peu près. Voire, on travaille sur beaucoup moins, 10 ou 20 mg si on a des objets de musée très précieux. Donc en fait, comment ça marche? Eh bien, on gratte, on enlève la superficie de la céramique et on va gratter sur 1 ou 2 mm, c'est tout, sur une surface qui fait 1, 2 à 4 cm², ça suffit. Plus la céramique est poreuse, plus elle aura piégé, donc moins on aura besoin de faire un gros prélèvement. Et ça, c'est seulement de la matière minérale qu'on a prélevée. La céramique, c'est de l'argile. Et cette argile va avoir absorbé quelques microgrammes de matière organique et c'est ça qui va nous permettre de faire toutes les analyses. Alors au laboratoire, donc vous voyez là dans le tube, ça c'est un prélèvement plutôt gros, il doit y en avoir à peu près 4 ou 5 grammes ici. Donc on utilise différents solvants organiques pour extraire la matière. Suivant ce qu'on veut extraire, on va utiliser des protocoles différents. Donc ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de protocole qui permet de tout dissoudre d'un coup. Vu que la matière organique, il y a des millions de molécules et donc il n'y a pas une méthode universelle qui permet, hélas, de tout voir d'un coup. Donc on est obligé à chaque fois de cibler les composés que l'on veut étudier. Donc ça, c'est la partie de laboratoire, de protocole d'extraction, de purification. Et ensuite, les molécules sont analysées donc, par une méthode qui s'appelle la chromatographie qui permet de séparer des molécules. Ici, vous voyez une analyse au cours du temps. Ça s'appelle un chromatogramme et vous avez des pics. Chaque pic correspond à une molécule, à un type de molécule qui est séparé. Ensuite, pour savoir quels sont ces pics, on couple la chromatographie à la spectrométrie de masse. Donc la première méthode est une méthode séparative. La deuxième méthode est une méthode d'analyse structurale, c'est-à-dire que pour chaque pic, chaque composé, on va avoir un spectre de masse. Et en fait, le spectre de masse est la carte d'identité de chaque molécule. Et à partir de ça, on peut dire par exemple que le premier pic, ici, c'est de l'acide azélaïque, celui-ci, c'est de l'acide palmitique, celui-ci, c'est de l'acide stéarique. Et en fonction de ça, c'est le travail du chimiste, à partir de ces associations de molécules, c'était dans l'autre sens, voilà, donc on a identifié les molécules et à partir de ces associations, on remonte au matériau originel. Mais ça demande des connaissances, ça demande de connaître la constitution chimique d'un peu tous les matériaux organiques qu'on peut trouver, qu'ils soient d'origine végétale, animale, les produits pétroliers. Vous avez aussi, donc ça demande, je vous ai fait la liste des disciplines qu'il faut connaître, c'est des connaissances de phytochimie pour les plantes, de pharmacognosie pour connaître les principes actifs de chaque plante qui peuvent être utilisés, par exemple dans des parfums ou des médicaments. Chimie environnementale parce que le sédiment a pollué l'échantillon, mais il y a aussi des phénomènes de dégradation, et la biogéochimie pour ces phénomènes de dégradation. Donc en fait, l'analyste, il doit avoir des compétences dans un peu toutes ces disciplines-là. Et une fois qu'il propose des interprétations, par exemple la présence de tel ou tel végétal, il confronte ces hypothèses avec les connaissances d'un archéobotaniste, par exemple. Ici, si je fais une hypothèse d'encens de la Corne de l'Afrique retrouvée dans une céramique de la Méditerranée, déjà je vais voir l'archéobotaniste pour savoir si mes marqueurs sont assez pertinents pour identifier de l'encens. Donc les encens, vous en avez 3, en rouge, en jaune et en vert. Savoir si les marqueurs permettent de différencier les 3 espèces d'encens. Et donc si après mon identification est bien valide, est-ce que cette plante-là poussait dans cette zone géographique à telle époque. Donc à partir de ça, ça nous a pris une dizaine d'années à peu près et 2 programmes ANR pour apprendre à travailler ensemble. C'est pas évident.
Donc au début, c'est toujours une question archéologique qui va alimenter les recherches. Donc c'est jamais les chimistes qui imposent leur thématique de recherche. Ensemble, avec l'archéologue, on sélectionne les objets. L'archéologue a son point de vue. Cette céramique l'intéresse, celle-ci un peu moins. Et le chimiste a aussi son point de vue. Il dira, par exemple, celle-ci, cette céramique, elle n'est pas très intéressante parce qu'elle est ouverte, elle a été manipulée, ou le contexte l'aura polluée, donc on va plutôt l'éliminer et en prendre une qui est moins pertinente du point de vue archéologique, mais qui peut apporter de meilleurs résultats. Ensuite, l'archéologue fait le prélèvement, conditionné dans des tubes en verre pour ne pas être pollué. Donc vous avez vu la phase d'analyse au laboratoire, l'identification des marqueurs. Actuellement, donc, je fais beaucoup d'archéologie expérimentale, c'est-à-dire que j'essaie de valider la pertinence des marqueurs en refaisant des expériences, donc des analyses de matériaux modernes ou des préparations culinaires, notamment des cuissons qui modifient la composition chimique. Donc après, on propose des hypothèses d'identification qu'on confronte à l'avis d'un archéobotaniste et ensuite, tous les trois avec l'archéologue, on se revoit pour recontextualiser les données et essayer de les faire parler au maximum, tout en fixant bien les limites et puis donc en essayant d'obtenir les meilleures informations pour répondre à ces questions. Alors, quelles sont les méthodes analytiques? Là, je vais passer un petit peu vite. En fait, il faut remonter à la structure de la matière. Donc, initialement, la matière est toujours formée d'éléments chimiques, les atomes, et en chimie organique, vous avez le carbone. Organique, ça veut dire chimie du carbone. Donc vous avez le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et un petit peu d'azote et de phosphore. Mais en gros, on n'a toujours que 3 éléments. Ces éléments chimiques, alors je vais vous parler de chimie, mais c'est les 2 seules molécules que je vous montre dans ma présentation. Donc ces atomes sont reliés entre eux par des liaisons chimiques et créent des molécules. Vous avez ici l'acide tartrique du raisin ou le cholestérol des graisses animales. Ensuite, la nature a organisé ces molécules pour créer des matériaux, soit des matériaux homogènes, donc comme l'huile, la résine, soit des matériaux hétérogènes plus complexes. Et puis là, vous avez les animaux, les plantes, donc par exemple une fleur de cyste, la résine de cyste. Et ensuite, l'homme a exploité ces matériaux, les a transformés pour obtenir donc des produits manufacturés, par exemple des parfums. Donc à la fin, on a un mélange bien complexe dû à la complexité de la matière organique, mais aussi la transformation due à l'homme et la transformation due au vieillissement pendant quelques millénaires. Donc voilà tous les étages de la structure de la matière organique. Et en fait, à chaque niveau de structure, vous avez un type d'analyse chimique qui correspond. Donc si vous voulez faire de l'analyse élémentaire, c'est-à-dire des éléments chimiques, vous faites de la spectrométrie de fluorescence X, couplée ou non avec le microscope électronique à balayage. Mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien parce qu'on verra carbone, hydrogène, oxygène, et le carbone, on ne saura même pas s'il est minéral ou organique. Donc les analyses élémentaires, dans notre cas, ça ne sert à rien du tout. Les analyses structurales, donc là on voit apparaître la spectrométrie de masse. Les matériaux organiques sont un peu compliqués, donc ça nécessite le couplage à une méthode de chromatographie, de séparation. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, après, c'est des connaissances de la composition chimique des matériaux, donc essentiellement de la biochimie. Alors, comment fait-on pour identifier un matériau? Je vais prendre le cas du vin. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dessus. Alors, le vin, c'est quoi? C'est surtout de l'eau. 85% d'eau, de l'éthanol, des sucres, des petits acides organiques et des tanins qu'on appelle aussi les polyphénols. Donc c'est du jus de raisin. Et ensuite, pour passer au vin, donc il y a une fermentation alcoolique, voire malolactique. Et donc, en plus, on aura des marqueurs de la fermentation. Alors, on introduit le principe de biomarqueurs, c'est-à-dire constituants chimiques qui sont caractéristiques du matériau. Donc pour les raisins, on aura l'acide tartrique, l'acide malique, les sucres aussi. On aura aussi des tanins.
Pour les raisins noirs et teinturiers, on aura les tanins qui leur donnent la couleur violet-noir, c'est la malvidine et ses dérivés. Et pour la fermentation alcoolique, vous avez des petits acides, par exemple l'acide succinique. Donc on peut essayer de rechercher ces marqueurs pour identifier du vin archéologique. Mais est-ce qu'ils sont tous valables vraiment pour un échantillon archéologique? Et non, parce que ces molécules, pour être retrouvées, elles doivent être stables au cours du temps, dans différents contextes, contexte sous-marin, contexte terrestre. Donc les acides des fruits et de la fermentation, eux, suivant le support, ils vont être conservés ou pas. Dans la céramique, ils sont conservés. Ça, on le sait par expérience après avoir analysé des centaines d'échantillons. Les tanins, on ne va pas les retrouver parce qu'ils sont trop oxydables. C'est des antioxydants. C'est pour ça qu'on dit que c'est bon de boire du vin rouge, parce qu'en fait, antioxydant, ça veut dire qui s'oxyde à la place des molécules du corps humain. Donc ça va être les premiers à se transformer par oxydation et donc à être modifiés. Du coup, ce n'est pas des bons marqueurs pour nous en archéo. Mais on va retrouver certains de leurs dérivés d'oxydation. Et puis, après, il faut savoir si avec ces marqueurs, on a bien du raisin ou s'il n'y a pas d'autres fruits qui peuvent présenter la même image chimique. Donc en fait, on a fait le raisonnement d'abord dans un sens, il faut qu'on le refasse dans l'autre. Une implication, c'est pas forcément une équivalence d'un point de vue logique. Et donc, on doit analyser plein de fruits et voir quelles sont leurs teneurs en acide tartrique, malique, pour dire que si on a de l'acide tartrique dans telle quantité, on est sûr que c'est bien du raisin. Donc, vous voyez que c'est un travail un petit peu laborieux et il y a énormément d'approches qui sont utilisées. Alors, je vous parle rapidement des approches les plus simples que l'on retrouve dans la littérature. Ce sont les spot tests. Alors, en archéo, ils sont utilisés depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon. Et ensuite, ils ont été utilisés à partir des années 60-70. Alors, ces spot tests ont été développés par des pharmacologues pour détecter la présence de familles chimiques dans des plantes. Mais ces pharmacologues se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de faux positifs, que cette méthode était vraiment très limitée, parce qu'elle répondait quasiment toujours. Et donc, c'est vrai que c'est simple, c'est très facile à utiliser, ça coûte pas cher du tout. Par contre, on n'est pas du tout sûr de la réponse. Donc, depuis les années 60, les pharmacologues n'utilisent plus ces techniques. Par contre, en archéologie, c'est à partir des années 60-70 où on a commencé à utiliser cette technique. Alors là, vous avez un petit diagramme à gauche pour vous montrer le temps que prend une analyse, le coût de l'appareillage, la difficulté pour l'analyste à faire l'analyse, si l'équipement demandé est gros ou est difficile d'emploi, si ça demande de l'expérience, et puis la pertinence vraiment de l'analyse. Donc là, vous voyez, pertinence, c'est 0. Donc ces analyses ont été pourtant développées pour connaître le contenu de jarres, notamment les jarres à vin, et ça réagit. Mais en fait, c'est toujours des faux positifs. C'est les petits sucres qui se retrouvent dans le sédiment qui donnent une réponse positive, mais c'est en aucun cas les acides du raisin qui font virer le réactif. Donc, notamment, ça a été utilisé pour identifier les plus vieilles traces de vin sur les sites de Godin Tepe et d'Adjifirus Tepe dans les monts du Caucase. Et là, bon, il y a bien une couleur du réactif qui change, mais en fait, il n'y a aucune preuve réelle que ces jarres ont bien contenu du raisin. Donc l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de ces spot tests, c'est de mettre de côté tous les résultats. Ensuite, vous avez l'infrarouge, développé à partir des années 60. Donc l'appareil ne coûte pas cher, c'est facile à utiliser. Quelle est l'information que l'on obtient? En fait, l'infrarouge nous donne des informations sur la présence ou non de liaisons chimiques, donc des liaisons entre deux atomes, carbone, oxygène, carbone, hydrogène. Mais en aucun cas, on va pouvoir identifier une grosse molécule organique qui est complexe. Donc, cette méthode est utilisée aussi pour le contenu des amphores. Par exemple,
En 78, Françoise Formanti, dont j'ai parlé tout à l'heure, a identifié ce vin de la Madrague de Gien, a fait un spectre infrarouge, donc vous voyez des bandes qui correspondent à des liaisons. Elle m'avait donné l'échantillon au début de ma thèse pour refaire les analyses avec les moyens qui existaient, donc c'était il y a 20 ans. J'ai comparé ça à un vin rouge, un Bordeaux actuel. Bon, il y a des bandes qui sont similaires, mais elle savait très bien à cette époque-là quelle était la limite de cette méthode, et elle a toujours dit que ce pourrait être du vin. Elle n'a jamais dit c'est du vin. Donc, attention aux techniques, l'infrarouge, il faut être quand même très prudent. Et vous voyez d'autres auteurs, par exemple, moins prudents, qui identifient à partir de poteries chinoises une boisson fermentée à base de riz, de miel et d'aubépine, voire aussi de raisin. Donc ça, à partir de simples liaisons chimiques entre atomes, vous voyez ici un bel exemple de surinterprétation. Donc ces résultats ne sont pas écartés, mais par contre, il faut être quand même très prudent. La spectrométrie Raman, donc elle est très utilisée pour identifier des pigments minéraux. Par contre, au niveau de la matière organique, comme on a des mélanges de molécules très complexes, et que souvent ces molécules sont dégradées, elles fluorescent. Du coup, elles donnent des grosses patates en Raman, elles ne donnent pas des raies bien fines. Et cette technique, du coup, est très limitée pour étudier des molécules organiques. Donc les analyses Raman, c'est par exemple ce que j'avais utilisé pour les analyses de pigments à amatonte. Pour les pigments, ça marche très bien parce qu'on a des matériaux qui sont très simples avec peu de molécules dedans. Pour l'organique, ça ne marche pas. Donc voilà. Ensuite, vous avez les analyses élémentaires à grande échelle ou couplées avec un microscope électronique, voire les analyses isotopiques. Là, pareil, ça ne va pas nous donner d'éléments pour identifier des matériaux organiques. Donc vous avez la chromatographie. Alors je vais aller un peu vite. Donc voilà, c'est la base de toute technique, toute analyse organique. Vous avez un mélange, vous voyez dans le mélange en fait il y a plein de petites molécules. Ici c'est les billes de différentes couleurs. Elles sont injectées dans une colonne chromatographique. Donc c'est ce tube, mais ce tube en fait il fait 20 ou 50 mètres de long et il fait 20 à 30 microns de diamètre. Donc c'est une colonne très très longue, colonne capillaire. Et les molécules vont parcourir cette colonne qui est placée dans un four et en fonction de leur volatilité, on va les séparer. Donc là, les premières molécules, par exemple la rouge, elle a déjà parcouru toute la colonne et elle est sortie, elle est détectée. Donc vous voyez qu'au cours du temps, en passant à travers ce tube, on arrive à séparer les différentes molécules et avoir des pics chromatographiques. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré rapidement tout à l'heure. On a séparé les pics, mais on ne les a pas identifiés, donc on fait appel à la spectrométrie de masse. Donc vous voyez que là, les temps d'analyse sont un peu plus longs. Une analyse, c'est environ 1 heure, sans compter la préparation de l'échantillon qui peut être très complexe. On est sur des appareils qui commencent à coûter cher, et il faut vraiment des chimistes pour les faire marcher, surtout pour la spectrométrie de masse. Donc voilà, à chaque pic, chaque molécule qui est sortie, on a le spectre de masse, c'est-à-dire la carte d'identité. Donc ça, c'est vraiment l'analyse de base, la GCMS, chromatographie en phase gazeuse, couplée à la spectrométrie de masse. C'est vraiment l'analyse à utiliser. Après, on peut aller plus loin avec des méthodes de spectrométrie de masse plus élaborées, donc des appareils qui sont beaucoup plus gros, qui coûtent beaucoup plus cher. Là, on était sur des machines qui coûtent 40 à 80 000 euros à peu près. Avec les spectromètres de masse haute résolution, on est sur du 200 000 à 1 million d'euros. Donc, vous voyez pourquoi des analyses organiques peuvent coûter cher. Mais l'information est toujours plus précise. Donc, par exemple, ici, l'échantillon va être injecté directement dans un spectromètre de masse haute résolution et on va avoir un spectre comme celui-ci. Et l'avantage de ces gros spectromètres de masse, c'est qu'on peut sélectionner une molécule, cette fois-ci par sa masse, l'envoyer dans un deuxième spectromètre de masse en la cassant entre les deux. Et donc on la casse et on obtient des fragments et un deuxième spectre. Donc on fait une expérience de MS-MS, donc 2 fois spectrométrie de masse. Et en fait, ces spectres de masse sont très instructifs. Par exemple, cette molécule 891, je vais toujours la rechercher dans des lampes à huile, dans des amphores, parce que je sais qu'elle est dans toutes les huiles végétales.
Et si je la casse, j'aurai une composition chimique différente, donc un spectre de masse différent pour l'olive, pour le sésame. Et donc, je vais être capable d'identifier très précisément, à coup sûr, l'origine de l'huile, mais aussi les mélanges. Donc là, par exemple, ici, c'était une belle huile d'olive et j'avais identifié donc par cette technique de l'huile d'olive dans des amphores gréco-italiques, dans le port de Pise, de la graisse de bœuf dans des lampes romaines à Olbia en Roumanie, ou encore de l'huile de sésame dans des lampes nabatéennes de Petra. Donc ça, c'est vraiment la technique pour identifier toute huile végétale ou tout corps gras animal, si ces grosses molécules, les triglycérides, sont conservées. Donc si vous voulez un état de l'art, j'avais publié un article, c'était dans l'HAR en 2016, des mémoires à Lucien Rivet, un bilan d'à peu près toutes les techniques analytiques, les quantités d'échantillons nécessaires, l'analyse organique, quelles sont les informations qu'on peut obtenir, et donc tous les types d'informations avec le potentiel et les limites pour chacune des méthodes. Alors, pour le vin, revenons. Donc, souvent, quand on étudie des amphores, le but est de savoir si cet amphore a contenu du vin ou de l'huile. Donc, on a vu que le vin, c'est du jus de raisin blanc ou noir qui est fermenté. Alors, auparavant, on était incapable d'identifier du vin et on n'en trouvait nulle part parce qu'en fait, on n'avait pas les bonnes méthodes. Donc pendant ma thèse, j'avais développé un premier protocole qui n'était pas très sensible et là j'ai travaillé pendant, ça m'a bien demandé 7 ou 8 ans pour savoir quels marqueurs rechercher, comment les faire sortir de la céramique et ensuite optimiser et valider le protocole. Et là, on est deux à travailler. Alessandra Pecci, qui travaille actuellement à Barcelone, a aussi développé un protocole par une autre méthode. Et donc, depuis qu'il y a ces deux protocoles qui existent, donc ça fait à peu près 5 ans, on trouve du vin partout. Donc, c'est un petit peu étonnant. Et notamment quand on veut valider le protocole. Donc j'ai étudié des amphores vinaires, mais aussi des amphores à huile, des dresselvins. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Il y avait des dresselvins qui contenaient du vin. Donc on se remet en question et on se dit, le protocole, est-ce qu'il donne des résultats sûrs ? Ou est-ce que ces molécules de raisin et de fermentation ne peuvent pas venir d'autre chose ? Donc en fait, on travaille à côté sur des modèles, des céramiques, des tessons de céramique tout neufs qu'on imprègne par des matériaux, du jus de raisin et du jus de raisin au cours de la fermentation. On prélève au bout de 48 heures, au bout de 2 mois, au bout d'1 an, on étudie différents vins. Donc suivant les processus de vinification, j'ai étudié des blancs, des rouges, des portos, n'importe quel type de vin. Et là, en fait, je me suis rendu compte que les tessons non imprégnés ne donnaient jamais les marqueurs du raisin, mais par contre, les tessons imprégnés donnent toujours un pic d'acide tartrique, donc marqueur du raisin. Et là, après, on va tester la sensibilité de la méthode, savoir jusqu'à quelle concentration on peut descendre. Et là, vous voyez que j'ai imprégné les tessons avec du vin dilué 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois. Et là, j'ai toujours un pic d'acide tartrique avec un vin dilué 1 million de fois. Et donc pour valider vraiment le protocole, être sûr, on fait ce type de graphique. Alors, jamais j'avais vu ce type de démarche réalisée pour d'autres matériaux. Mais là, vu quand même qu'il y avait deux gros problèmes parce qu'il y avait trop souvent du vin qui sortait, il fallait quand même être sûr de la méthode. Donc là, vous voyez qu'en fait, en fonction de la concentration de tesson, la concentration du tesson imprégné, vous avez en ordonnée l'intensité du signal et vous avez une parfaite linéarité, quelle que soit la concentration. Si on prolonge jusqu'à l'ordonnée, ici, et 0 à l'ordonnée, on retrouve 4,8 grammes par litre. C'est exactement la teneur en acide tartrique du jus de raisin qui a été utilisé pour l'expérience. Et on arrive à des concentrations, des dilutions jusqu'à 1 million de fois. Donc en fait, la méthode est très très sensible, permet de travailler du coup sur des micro-échantillons.
On n'a pas besoin de gratter beaucoup les céramiques, donc 50 mg, ça suffit pour faire une analyse largement. Et si même on a des petits résidus au fond de vases métalliques ou des vases en verre, moins d'1 milligramme, ça suffit pour faire l'analyse pour la recherche de vin. Je passe. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on va analyser? Donc, on peut analyser des résidus qui se voient à l'œil nu. Par exemple, des enduits d'imperméabilisation. Ça peut être de la résine, de la poix, du goudron, de la cire. Donc, vous avez ce type de résidus sur les parois internes ou parfois externes si vous avez des réparations. Donc ça, on peut très bien prélever. Ici, 1 mg, ça suffit parce qu'on a vraiment de la matière organique concentrée. Par contre, bon, si on n'avait pas de résidus, comme c'est souvent le cas, on va gratter un peu plus et prendre 10 ou 20 mg de céramique pour voir si elle a été imperméabilisée ou pas. Ici, vous avez le matériel issu de la tombe de Saint-Médard-des-Prés, donc fouillé en 1843, c'est en Vendée, à côté de Fontenay-le-Comte. Donc vous avez quelques céramiques, des objets en pierre, et puis vous avez énormément de balsamères en verre. Certains ici contiennent encore un matériau organique marron qui avait une odeur bitumineuse. Et des analyses avaient été faites en 1848 par le grand chimiste Chevreul du Muséum national d'histoire naturelle, et il avait pu faire des dissolutions, des distillations pour essayer de voir ce que c'était. Et bon, il en était sur une sorte de poix ou un bitume. Ça, c'était notre premier programme ANR, Peramo. On a refait un échantillonnage sur une grosse partie de ce corpus. Et en effet, les matériaux noirs, c'était bien de la poix de conifères. On peut faire des analyses aussi sur des objets en verre, même s'il n'y a rien du tout dedans, visible à l'œil nu. Donc là, vous avez un petit balsamère qui avait un bouchon de... Enfin, c'était le sédiment qui avait créé le bouchon. L'intérieur était complètement vide. Donc en fait, on enlève le sédiment et on fait un prélèvement à l'intérieur avec des solvants, alors des solvants d'analyse, des solvants de haute pureté. Et là, vous voyez un chromatogramme, ce qui est sorti. Donc on a énormément de molécules organiques. Et quel est le résultat? Donc on voit des acides organiques qui proviennent de cire végétale dégradée. Donc on a un extrait de plantes préparé par décoction ou infusion. Donc on a toujours des cires végétales en petite quantité, ça vient en fait de la végétation qui se dégrade et qui enrichit le sédiment. Mais là, il y en avait quand même des grandes quantités. Donc il faut trouver une explication pourquoi les cires ont été concentrées. Et ce n'est pas un phénomène de diffusion, parce que la diffusion, c'est toujours quelque chose qui va en concentration décroissante. Ici, on a vraiment une très forte concentration et c'est forcément une préparation anthropique. Et donc, cette concentration est réalisée en faisant bouillir des feuilles de plantes ou des fleurs. Donc, des parties de la plante qui sont riches en cire végétale. On a aussi beaucoup de stérol végétal, ici, le cytostérol. Donc, on est en présence d'une huile. On ne peut pas dire quelle est l'huile, si c'est de l'olive ou une autre plante. On a aussi des acides gras, donc d'autres acides gras des huiles qui sont là, et puis des cétones, cétone 2, qui montrent la présence de cendres végétales. Donc en fait, le mélange de cendres végétales, utilisé généralement comme savon, faire la lessive, d'huile végétale et de décoction de plantes, voilà ce que vous avez comme recette dans ce balsamère. Donc ça, celui-ci, il vient de Toulouse, du 1er siècle après Jésus-Christ. Et très souvent, en fait, on n'a pas des huiles parfumées, mais on a des recettes pharmacologiques ou ce type de recettes à base de plantes, préparées par décoction ou aussi par infusion dans le vin. Qu'est-ce qu'on peut analyser? Alors, des jolis objets de musée aussi. Après accord du conservateur, on peut faire des micro-prélèvements à l'intérieur en grattant légèrement les parois. Donc là, vous voyez des analyses qu'on a réalisées sur du matériel du musée de la Villa Giulia à Rome. Donc des objets en faïence, des aribales à l'alabastre, des vases zoomorphes. On peut faire aussi des analyses sur des céramiques qui sont pourtant réputées pour être imperméables ou quasi imperméables. En fait, non, elles sont toujours imprégnées par leur contenu. Donc c'est l'exemple du Buchero Nero.
C'est l'exemple du grès aussi. Donc ça, c'est cette vaisselle retrouvée dans la dépouille de la cour carrée du Louvre, dans des latrines médiévales, en fait, m'ont montré que dedans, bon, il y avait les excréments de la fosse, mais il y avait aussi énormément de vin rouge. Et là, on a retrouvé une recette à base de viande, je ne sais plus si c'était ruminant ou non ruminant, et toujours du vin rouge. Donc, à chaque fois, ces céramiques, même émaillées, même traitées, pendant leur fabrication, s'imprègnent de leur contenu. On peut faire des analyses aussi sur des pierres. Ici, c'est un exemple, la chapelle d'Obodas à Petra. Donc, vous avez plusieurs ensembles cultuels, des bicliniums, tricliniums, comme ici, ou encore des salles, donc creusées à même la roche, avec des rigoles et puis une sorte de cupule à la fin. Donc j'ai fait les prélèvements ici au fond de la cupule et dans la rigole pour essayer de voir s'il y avait des traces de quelque chose. Et oui, on retrouve des mélanges de résine avec des huiles végétales. Alors c'est très fortement pollué. Ici, ça a été utilisé par les Bédouins et vous voyez donc tous les sédiments, notamment leurs chèvres, qui ont fait monter le niveau de sol. Donc on ne peut pas aller plus loin dans l'interprétation. Dans les tombes autour, à l'intérieur, à l'entrée de Petra, vous avez des banquettes ici avec le nefesh, donc la pierre votive, et puis des cupules. Donc en faisant les prélèvements, la statue était bien ointe avec de l'huile, et dans chaque cupule, en fait, on avait des matériaux qui étaient différents. Ça, on le retrouve je l'ai retrouvé à Cumes aussi, dans les mensailles qui se retrouvaient devant les tombes, avec 3 cupules, une où j'ai jamais rien retrouvé, une avec du vin blanc, une avec du vin rouge. Donc je suppose que la première où il n'y avait rien, c'était de l'eau. Et on l'a retrouvé sur plusieurs mensas. Donc on peut faire des analyses sur des pierres, ici à l'intérieur de petites, des entailles pour les sculpter. Vous pouvez avoir ici c'est une restauratrice qui a fait les prélèvements, donc ils étaient très très petits. Vous voyez l'échelle, vous avez des grains de quartz avec le pigment, donc identifié par microscopie Raman. Et j'ai essayé de faire l'analyse organique et en fait ça m'a dit que le liant était une huile végétale cicative. Donc même sur des tout petits prélèvements, on arrive à faire quelque chose. Ici, vous voyez un magnifique vase en pierre avec des rehauts d'or. Pareil, on adapte le prélèvement pour ne pas abîmer l'objet, mais on arrive à en déterminer le contenu. Ou là, ici, encore des brûles encens, brûles parfum. Il suffit de gratter la face supérieure et on arrive à identifier ce qui a été brûlé. Chose un peu plus complexe, donc ça, j'ai fait un premier essai en 2013, j'avais jamais travaillé sur le métal, mais le métal aussi et le verre, comme on l'a vu tout à l'heure, même si on ne voit rien du tout à l'œil nu, il y a toujours une petite trace de dépôt du contenu qui existe. Donc là, le premier essai, c'était tout un corpus d'objets en bronze à Argentomagus, toujours époque romaine, retrouvé dans tous les récipients. J'ai retrouvé des traces de vin rouge, sauf le plat en argent ici, qui n'avait rien du tout. Et puis plus récemment, j'ai étudié le dépôt d'évance, donc des alliages cuivreux, où là, pareil, il n'y avait absolument rien qui se voyait à l'œil nu, mais en grattant très légèrement la surface avant que passe le restaurateur, on arrive à identifier ce qu'ont contenu ces objets. On peut faire des analyses de sédiments, parce que le sédiment aussi absorbe, comme la céramique. Donc là, par exemple, un test sur une tombe néolithique dans le centre de la France, à Vertaison. Par fluorescence X, j'ai pu identifier des oxydes de fer. Donc cette couche de sédiment était en fait un peu rougeâtre. Donc l'archéologue m'a demandé qu'est-ce que c'était. J'ai trouvé des oxydes de fer. Mais j'ai voulu faire l'analyse organique pour savoir si on pouvait aller plus loin. Et là, j'avais une grosse concentration de triterpènes. Donc ça, c'est des marqueurs de plantes. Et notamment des astéracées. Alors, les astéracées, c'est les petites fleurs des champs, les petites fleurs jaunes. Donc en fait, pour qu'il y ait une aussi grosse concentration, le défunt avait été couché sur un lit de plantes. Et puis, on peut s'intéresser aussi aux libations. Donc ça, c'est notre dernier programme ANR avec Dominique Frère, Magie, où on a développé ces méthodes. Alors, je passe très vite là. Donc, on peut utiliser
les analyses aussi en contexte artisanal pour savoir à quoi ont servi certains bassins. Là, ici, vous voyez un bassin en Moselle avec un écoulement d'eau permanent et puis un plancher en bois de sapin. Et en fait, il y avait plusieurs couches d'argile, dont une qui était un peu bleue. Et en faisant les analyses, ça m'a permis de dire qu'il y avait une très forte concentration en produits de dégradation, cire végétale, et notamment des molécules de lin. Donc ce bassin était utilisé pour traiter la fibre avant de l'utiliser. Donc c'était lié à l'industrie textile. Ici, vous avez un exemple au Portugal, une installation, alors savoir si elle était oléicole ou vitivinicole. Donc j'ai fait les analyses dans cette salle du sol. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des cires végétales, donc des plantes, de la lignine, donc du bois, et puis des traces de jus de raisin noir. Et puis j'ai fait les analyses dans les fonds des dahlias qui étaient encore en place. Là, on voit plus de cire, on voit plus de lignine. Par contre, on trouve de la poix mélangée à de la cire d'abeille. Ça, c'est en fait la méthode d'imperméabilisation des dahlias. C'est la zopissa, décrite par Pline. Et puis, du jus de raisin noir, mais cette fois-ci fermenté. Donc, on voit bien que là, on a l'air de travail. Et ici, on a l'air de stockage et de fermentation du jus de raisin pour la fabrication du vin rouge. Ici, vous avez d'autres structures en Sardaigne, donc du XIVe, XIIIe siècle. J'espère pouvoir l'été prochain faire les prélèvements là-dessus pour identifier une production de vin, parce qu'on a les céramiques dans les nuragues à côté où on trouve du vin blanc et du vin rouge. On peut faire les analyses donc, sur les céramiques de production mais aussi de consommation. Toujours un exemple extrait de notre dernier programme ANR, Magie, ici sur des céramiques de sud de l'Italie, côte adriatique, en Doni, vers Foggia. Donc j'ai analysé une petite cruche, j'ai trouvé du vin blanc, un kilix du vin rouge, une coupe en impasto de la cire d'abeille, donc probablement l'imperméabilisation avec du vin rouge très abondant, un petit bol en impasto, toujours du vin blanc, et puis là, une belle nocoé. Qu'est-ce qu'il y a dans le nocoé? Absolument rien. Donc c'est intéressant de voir que cette nocoé qu'on attribue normalement au service du vin, celle-ci n'a jamais contenu une seule trace de raisin sous quelque forme que ce soit. Donc on a souvent des surprises au niveau des analyses et c'est vrai qu'il faut intégrer les résultats et accepter de temps en temps que les hypothèses, même très anciennes, peuvent être mises en question. Donc voilà. Alors en contexte funéraire, ce que l'on a étudié, donc c'est le contenu des urnes cinéraires, le contenu des vases qui étaient volontairement retournés et posés à l'intérieur, mais aussi en travaillant donc avec les archéologues pendant la fouille, on a essayé d'aller plus loin et de comprendre donc pourquoi certains vases étaient intentionnellement cassés, pourquoi certains étaient posés à l'envers. Donc est-ce que c'est le rite de fermeture de la tombe? Et puis je me suis amusé à essayer de rechercher des traces de libation faites au moment de la fermeture de la tombe. Donc rechercher des traces de liquide, notamment du vin qui aurait pu couler sur l'extérieur des vases. Et il s'est avéré qu'en fait ça marche très bien, que ce soit sur les céramiques retournées ou même sur le sédiment, on peut détecter ces traces de vin. Alors un autre exemple ici pour cette recherche de libation, vous avez ici donc une urne cinéraire de l'âge du bronze final retrouvée à Saint-Dizier avec l'amas osseux, un petit gobelet retrouvé donc posé au fond et j'ai fait les prélèvements au fond de la céramique au fond du gobelet pour savoir quel était son contenu, mais comme la fouille n'avait pas été réalisée complètement, j'ai prélevé aussi le sédiment à 2 niveaux différents dans le bol et aussi à 3 niveaux différents dans l'urne. Donc qu'est-ce que j'ai pu voir dans le bol? Il y avait du vin rouge,
de la graisse de non-ruminant avec de la peau, donc en fait c'est un morceau de viande, une préparation carnée, du millet et de la résine de conifère. Et dans le sédiment, je retrouve des plastiques, ça c'est normal, il y en a toujours, c'est des pollutions, du vin rouge, toujours la même graisse de non-ruminant mais aussi de ruminant, du millet, la résine de conifère, des cires végétales, des traces de bois et aussi dans l'urne des cendres végétales. Donc comment on interprète tout ça ? En fait, on peut essayer de retracer la cérémonie. Donc, les os ont été brûlés et ont été placés en partie au fond de l'urne. Le bol, lui, a été rempli de vin rouge, parce qu'on en a d'énormes quantités. On a aussi du millet qui a été répandu, soit sous forme de graines, soit sous forme de préparation, ça on ne peut pas le dire, dans le bol. Le sédiment, ensuite, donc de la terre a été jetée par-dessus. Le sédiment, il a absorbé ce vin rouge et s'est mélangé au millet. Et pour expliquer la graisse de ruminant avec peau, il y a probablement un morceau de viande ou une préparation à base de viande qui a été déposée par-dessus. Ensuite, on a tout recouvert avec de la terre et des cendres. On ne peut pas dire si c'était les cendres du bûcher. Et ensuite, en faisant des comparaisons de concentration des marqueurs du raisin et de la fermentation dans tous les prélèvements, en fait, on peut dire que le bol a été déposé rempli de vin rouge. Là, vous avez une concentration médiane ici d'acide tartrique qui correspond en gros à, on va dire, l'environnement. Et ici, des concentrations beaucoup plus fortes de vin, donc dans le gobelet et dans le sédiment prélevé en passe supérieure, à la fois dans l'urne et dans le gobelet. Donc en fait, on a du vin très concentré au fond du gobelet et dans l'urne et dans le gobelet en superficie. Ce qui veut dire qu'après avoir tout rempli de sédiments et de cendres, il y a une libation de vin rouge. Donc voilà la séquence que l'on peut tirer. Et pour finir, je vais aller rapidement. J'ai travaillé sur la fouille de la tombe princière de Lavaux, à côté de Troyes, donc du 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà donc comment se présentait la tombe au moment de la fouille, avec le défunt, un chaudron, une ciste, qui en fait se retrouvait sous le chaudron, mais tout s'est effondré à un moment et puis la ciste a traversé le chaudron et s'est retrouvée dedans. Et il y avait aussi des petits plats en bronze et puis une céramique carénée ici, régionale. Donc j'ai pu intervenir au moment de la fouille pour faire les prélèvements et essayer d'analyser les différents contenus. Bon, il y a d'autres vases très prestigieux, une nocoé avec tous les filigranes d'or. Ici, une petite passoire. Malheureusement, c'est le restaurateur qui l'a vu en premier. Il n'a rien vu à l'œil nu, donc il l'a restauré. Et maintenant, on ne peut plus retrouver de traces de vin ou d'herbe, par exemple, qui auraient été infusées dans le vin. Ici, vous avez une deuxième passoire. Vous avez le pied d'un vase en argent niellé. Le haut du vase a disparu, c'était probablement du bois. On pourrait peut-être en rechercher ici la nature du bois avec des petites traces, une olpée. Et donc voilà, donc j'ai fait les analyses dans le chaudron. Alors en fait, on n'a pas voulu refaire les erreurs de la fouille de la tombe de Vix. Donc le chaudron magnifique a été très bien restauré, mais par contre, après la restauration, comme il y a toujours l'application d'enduits, qui sont des vernis organiques ou des polymères toujours à base organique, on ne peut plus retrouver de traces de molécules organiques d'un contenu, de traces à l'intérieur d'un produit organique moderne. Donc en fait, on ne peut jamais faire d'analyse si un objet a été restauré et surtout a été consolidé. Donc voilà, il y avait des traces de matériaux déposés sur les parois internes du chaudron. Ici, vous voyez, ça se situe là. Vous avez une trace horizontale ici qui est tangente à la lèvre. Et en fait, ça me fait dire que le chaudron a été déposé rempli d'un liquide. Il a été déposé un peu en biais.
Alors on a fait plein de prélèvements à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du chaudron. À l'extérieur on ne trouve rien du tout. À l'intérieur on retrouve de la poix. Donc tout le matériau qui était visible c'est de la poix de conifère. Alors c'est assez bizarre parce qu'on a un objet en bronze qui est normalement étanche et on l'a imperméabilisé à l'intérieur avec une très grosse épaisseur de poix de conifère. Et en utilisant donc je fais toujours une analyse en 2 étapes. Une première étape, donc c'est celle que vous avez vue avant, ça me donne ces molécules-là qui sont solubles, donc c'est les lipides, c'est les résines, la poix, la cire d'abeille. Et la deuxième étape, ça me donne accès aux molécules insolubles ou polymérisées. Donc là, vous avez toutes les cires végétales, les fragments de bois. Ici, vous avez un marqueur de cire d'abeille et surtout ici, vous avez les marqueurs du raisin noir. Les 3 acides maliques tartriques syringiques. Donc en fait, la première extraction permet d'éliminer la poix et on arrive par cette méthode à identifier des traces de raisin ou de vin, même très minimes, à l'intérieur d'un matériau très majoritaire comme la poix. Donc par cette double analyse, on peut dire que le chaudron a été entièrement poissé et a contenu du vin rouge. Et puis au fond, il y avait un petit bloc jaune ici que vous voyez, un peu décomposé. Et l'analyse montre, surtout par ce profil des alcanes, qu'en fait c'est de la cire d'abeille. Donc on a un pain de cire d'abeille au fond du chaudron et on peut se poser des questions. Et la petite cruche carénée que vous aviez à côté, en fait, elle contient exactement la même chose, du vin rouge. Donc en fait, ce chaudron a été introduit dans la tombe, a été mis sur un petit trépied, probablement en bois. Il y avait une natte végétale qui a été mise par-dessus et le chaudron a été installé, vide, parce qu'il fait 200 à 300 litres à peu près. Une fois installé dans la tombe, il a été... alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été poissé, probablement avant. Et une fois dans la tombe, installé, il a été entièrement rempli de vin rouge jusqu'à la lèvre. Donc, et comment expliquer ce petit pain de cire d'abeille qui se retrouve en bloc? Donc la seule hypothèse que je fais, c'est pas de la cire d'abeille qui est mélangée à la poix pour l'imperméabiliser, pour couvrir les parois internes, parce qu'on a retrouvé de la cire partout. Là, il y en a qu'au fond. Donc je pense que ce bloc, c'est en fait un morceau, un rayon de ruche qui a été jeté dans le vin pour en fait sucrer le vin avec le miel. Donc là, vous voyez qu'on a toute la préparation. Et pourquoi la poix? Vu qu'on a un objet métallique étanche, la poix, c'est probablement pour éviter que le goût du vin s'altère, parce que quand vous mettez du vin dans un récipient en alliage cuivreux, vous avez une réaction entre le vin acide et le cuivre, et vous avez un goût qui se développe qui n'est pas très agréable. Donc peut-être que cette poix, en fait, ça servait à ça, à éviter ce mauvais goût. Bon, forcément, ça donnait le goût de poix. Donc ici, on voit tous les ustensiles pour filtrer le vin. Il y avait une préparation. On n'a pas retrouvé encore les aromates. Donc dans cette préparation, le vin a été sucré avec du miel. Et donc on a un exemple de mise en scène de ce banquet avec différentes influences. Et donc pour finir, j'ai fait récemment les analyses dans ces 2 petits bassins en bronze. Et qu'est-ce que l'on retrouve? Donc ici, vous voyez de la matière molle, marron. Donc l'analyse a montré des corps gras animaux, dont des produits laitiers, des produits végétaux. Tout s'était chauffé. Donc on a vraiment une recette culinaire, du millet, des aromates qui pourraient être des lamiacées, des cendres végétales, ça on ne sait pas trop pourquoi, et puis des molécules que l'on retrouve dans 2 prélèvements extrêmement concentrés. Et pour qu'ils soient aussi concentrés en fait en cholestérol et en cette molécule ici, ça peut être que de la moelle ou de la cervelle. Donc pour aller plus loin, il faut essayer de dire de quel animal ça vient. Bon, c'est pas de l'humain, il n'y a pas eu une préparation du défunt avant, mais le prince a probablement été déposé avec ces 2 bassins contenant donc 2 préparations à base de viande. Et là, vous voyez que
on peut faire appel, ça c'est la limite de la GCMS que j'ai présenté tout à l'heure, et dans ce cas-là, il faut faire appel à d'autres analyses plus puissantes, la lipidomique, la protéomique, vous avez peut-être entendu parler de la protéomique, c'est la spectrométrie de masse appliquée à l'analyse des protéines. Et donc, dans la viande, dans la moelle, la cervelle, il y a forcément des protéines. Donc la prochaine étape, c'est de reprendre ces prélèvements, de faire la préparation pour l'analyse protéomique et de faire cette analyse pour savoir si c'est vraiment de la cervelle, parce que en fait, dans le cerveau ou dans la moelle, on a des protéines très spécifiques, et en plus, la structure des protéines permet d'identifier les espèces. Donc voilà pour la suite des analyses. Et puis bon, le bassin à côté, il contenait pas du tout ça, il contenait un produit laitier, aucune trace de boisson fermentée. Donc là, un exemple où je ne trouve pas que du vin. Et le but ici, comme on a des lipides bien conservés, c'est de faire une analyse de lipidomique, donc spectrométrie de masse, cette fois-ci appliquée à l'analyse des lipides, pour savoir quel est ce corps gras. Il est animal parce qu'on a du cholestérol, mais j'aimerais bien savoir de quel animal il vient et quel est ce type de gras. Voilà. Et puis bon, intéressant dans cette, c'est un petit clin d'œil, dans cette céramique, c'est la seule du bronze final qui a été retrouvée sur le site. Qu'est-ce qu'elle a contenu? De l'huile végétale, bon, des corps gras animaux, de la poêle conifère, mais du raisin noir fermenté, ce qui veut dire, donc du vin rouge, ce qui veut dire que au bronze final, on avait quand même consommation de vin en Gaule. Et donc là, il y a toute une remise, en fait, pas une remise en question, mais cette hypothèse est revue comme quoi le vin n'existait en Gaule qu'à partir de la fondation de Marseille, donc en 600. Avant, il y avait bien du vin. Donc, comme le montrent les analyses, j'en ai fait. Il y a 2 autres labos qui font des analyses en France et on trouve exactement les mêmes résultats. En fait, le vin n'est pas forcément fait à partir du raisin cultivé. Il peut être fait à partir du raisin sauvage. Et donc, depuis les chasseurs-cueilleurs, les baies de raisin sont exploitées, sont consommées, et on peut très bien faire un vin qui sera certes pas terrible, plus acide, mais on peut en faire à partir des baies de raisin sauvage. C'est ce qu'on trouve en Sardaigne. Sur le site du Nurac que je vous ai montré, on a un mélange de raisin sauvage et raisin cultivé. Donc, en fait, les Grecs, certes, ont apporté quelque chose, ont apporté notamment le savoir-faire au niveau de la culture de la vigne et comment mener la vinification pour faire du vin meilleur. Mais le vin, en tout cas, a été préparé et consommé en Gaule bien avant. Alors le but, pour finir, à long terme, c'est non seulement d'identifier les matériaux végétaux et animaux, mais aussi essayer d'avoir des informations sur leur mode de préparation. Et donc ça, c'est un travail d'une carrière, voire de plusieurs carrières. C'est d'essayer de relier la chimie avec l'approche anthropologique qu'avait fait Claude Lévi-Strauss, et notamment son tétraèdre des recettes. Donc à propos des matériaux crus, cuits, rôtis, et le tétraèdre qui se place au centre sur les aliments grillés, frits, bouillis ou fumés. Donc pour l'instant, on a des marqueurs pour la viande, l'huile, le poisson, les légumes. Et en fait, ces marqueurs, ils changent de structure suivant les modes de préparation. Et donc le but est de faire de l'archéologie expérimentale à partir de plein d'animaux, de végétaux, etc. et voir en fonction des modes de préparation comment leur constitution chimique varie et quels sont les marqueurs donc des matériaux, mais aussi des modes de préparation. Donc ça peut prendre des dizaines, voire des centaines d'années. Et donc pour faire un bilan sur mes participations à différentes recherches menées en Grèce et en Méditerranée orientale, donc depuis à peu près 2005, je crois, je travaille à Dikilitash avec Pascal Darc. Donc c'est notamment les premiers articles sur le vin qu'on a fait avec Tania Valamotti. J'étudie du matériel de Rhodes, notamment avec Anne Coulier. C'était dans le cadre de la préparation d'une exposition sur Rhodes en 2017. On a publié un article dans le BCH l'an dernier.
À Crotiri, j'ai travaillé donc à Santorin avec Dimitra Milona, une archéozoologue grecque, pour étudier le contenu de céramique culinaire. Au deuxième étage d'une maison, il y avait une préparation qui était en train d'être faite à base de poissons. Donc on a bien retrouvé les poissons, puis il y avait des poissons fumés qui étaient accrochés en chapelet juste à côté. Et puis donc des grosses recherches que j'essaie de développer à Gourna et aussi à Moklos en Crète avec l'INSTAP. Donc à côté de collaborations, notamment avec Amatonte. Donc il y a eu l'étude de pigments avec Ludovic Telly, l'étude du contenu d'amphores et différentes céramiques avec Antigone Marangou. Donc voilà, je travaille à Uluburu un petit peu, et puis les projets à venir surtout. Donc c'est une nouvelle exposition au musée du Louvre. Alors ça c'est intéressant parce que c'est des céramiques qui ont été fouillées vers 1880-90 et qui sont au musée dans les réserves remplies de paille à l'intérieur et de poussière depuis plus de 100 ans. Et en fait on peut faire les analyses encore. Il ne faut pas prélever tout au fond, il ne faut pas prélever la poussière, mais on arrive à identifier les contenus, ça marche très bien. Donc je trouve du vin de raisin encore, mais aussi du vin de grenade et puis d'autres matériaux. Donc le gros projet à venir, c'est l'étude de plusieurs dizaines de vases à parfum de la parfumerie de Delos avec Annette Peignard, et puis donc toute autre collaboration qui pourrait être développée avec des partenaires français, grecs ou autres. Voilà, je vous remercie.